Très bien. Acomassure.com, qu'est-ce que c'est? Nous sommes comparateurs conseils en assurance. Une autre façon de dire qu'on est courtier en ligne d'assurance. Comment on vend nos contrats? On fait parler de nous dans la presse, dans des sites partenaires, dans des comparateurs d'assurance, des référencements sur des moteurs. Les gens viennent sur notre devis, sur notre site, pour faire des devis d'assurance. Et nous les relançons derrière par mail, par téléphone, avec donc des vendeurs dans nos équipes qui peuvent opérer à la souscription en ligne. Mais on a aujourd'hui une majorité de nos contrats qui sont, sur certaines familles de produits, complètement souscrits en ligne. Je vais prendre un exemple concret en assurance habitation. Vous avez des gens qui viennent sur notre site, font un devis, ils payent avec leur carte les 60 premiers jours, et ensuite ils seront prélevés, ils font une signature électronique, donc un code de SMS sur leur téléphone portable, ils le saisissent, et ça rentre directement en gestion chez notre assureur partenaire. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on vient essayer de réformer le process de souscription de l'assurance, qui est une industrie comme une autre, et réformant ce process-là, on vient réduire un maximum les coûts, et donc offrir des tarifs compétitifs qui viennent entretenir la dynamique autour du site. Notre carte d'identité, on s'est créé il y a 3 ans, on fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, on fera 2 à 3 millions l'année prochaine. On a 20 000 clients, on a fait 10 000 contrats l'année dernière, on en fera 20 000 cette année. Nous sommes 40 personnes installées à Brest et notre actionnaire majoritaire est le groupe SIPA Ouest France. Voilà, quelques retours d'expérience. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que rien ne se passe comme prévu. Je crois que c'est un point commun chez tout le monde. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est trouver la juste frontière entre être persévérant sans s'entêter. Et l'autre point également, je le disais, c'est mesurer tout. On mesure tout. On mesure les taux de prise d'appel, le nombre d'appels, la satisfaction client, les coûts d'acquisition selon les différentes sources marketing, nos taux de transformation, l'entrée dans un tunnel de transformation, dans un formulaire, comment on franchit les différentes étapes. Donc on se nourrit beaucoup de la prime moyenne par contrat. Donc on investit beaucoup dans la donnée et nous aide beaucoup à nous améliorer. Donc des boucles de rétroaction très rapides également. On fait beaucoup d'erreurs et moi j'aime bien faire des erreurs. Et je préfère une erreur dont je tire une leçon finalement qu'un succès dont je ne connais pas la cause. Donc très bien, on essaye et on a lancé donc différents produits. On fait de l'assurance auto, habitation, des mutuelles. Pour prendre un exemple, sur les mutuelles, on s'attendait à un taux de transformation, c'est-à-dire sur 100 prospects, on s'attendait à avoir X prospects, X contrats derrière, et on devait être à X sur 10 les 2 premiers mois du lancement. Donc autant vous dire qu'on était assez mal. Et donc on a mis pratiquement une année à atteindre ce X, et on voit des perspectives pour aller au-delà. Mais comment on arrivait à ça? Les méthodes de vente, d'animation, les argumentaires, le sourcing, on passe tout en revue pour migrer vers ces meilleures pratiques. Donc ça, c'est vraiment très amusant. Et ce qui me donne personnellement beaucoup de plaisir, c'est ces boucles de rétroaction très courtes qu'on trouve moins dans des grandes structures. C'est-à-dire que du chemin entre l'idée, la mesure, la correction, ça va vite, quoi. Il faut essayer de grandir en gardant cette agilité, c'est ce que disait Charles tout à l'heure. Autre point aussi, c'est des soucis, on en a tout le temps dans une entreprise, et finalement, ce souci, c'est les clients. C'est eux, s'il n'y avait pas les clients, on serait bien mieux. C'est ça, parce que souvent, en tout cas, moi j'ai toujours eu des soucis avec les clients, parce qu'au début, on n'en a pas assez, et après, c'est la deuxième étape, on commence à en avoir trop, on commence à avoir des problèmes, ils ne réussissent plus à nous joindre, il y a des bugs, etc. Bon, mais somme toute, c'est eux qui nous nourrissent, donc on en est très reconnaissant, et finalement, c'est eux aussi la solution. Et donc, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à les écouter, tant au plan quantitatif, qualitatif, et ils nous font bien progresser. Voilà, merci. Okay, merci beaucoup. La définition de l'attraction qui est donnée sur l'atelier BNP Paribas, c'est croissance pérenne et régulière de ses utilisateurs. Et on y ajoute l'intérêt des médias. Donc c'est un sujet sur lequel vous allez pouvoir témoigner, Arnaud. Comment est-ce qu'on attire l'attention des médias? C'est un sujet qui préoccupe de près ou de loin. On a eu un témoignage tout à l'heure sur la demi-page dans le Télégramme. Comment est-ce qu'on attire l'attention des médias? Et puis au-delà de l'avoir attiré, comment on l'entretient? Comment on crée quelque chose autour de ce qu'on fait? C'est passionnant parce que c'est vrai que les médias, ils ont cette faculté à nous drainer du trafic et de la notoriété gratuitement. La notoriété rassure, et c'est vrai que dans tout ce qui est numérique, le numérique fait peur, et donc la réassurance, notre faculté à pouvoir faire valoir la position des médias concernant notre entreprise est très déterminante.
Après, comment on pourrait en parler pendant des heures sur tout ce qui est gestion de la relation avec les médias. Il y a quelques règles de base. C'est savoir dire je sais pas, c'est d'être fiable avant tout. Ce qu'on raconte, c'est vrai, d'être réactif. Un journaliste, il veut quelque chose pour hier en permanence, d'être force de proposition, de comprendre son média, qu'est-ce qui l'intéresse lui, s'intéresser à lui et voir comment on peut répondre par rapport à ses propres préoccupations, et aussi beaucoup d'organisation, gérer un fichier presse, rencontrer les journalistes, voilà, tout ça, ça joue. Et puis aussi savoir le message que l'on veut dire, le storytelling, l'histoire. Tout à l'heure, Paul Adrien se débrouille très bien, parce qu'il y a un storytelling, il y a une vraie histoire. Zéro gâchis, c'est merveilleux comme message. Donc là, il y a quelle est votre histoire? Qu'est-ce que vous avez raconté, tant dans la promesse client, dans votre histoire individuelle, dans l'histoire de votre entreprise? Voilà, en quelques mots, on pourra en parler plus longtemps. D'accord, merci. On va faire témoigner peut-être Steven sur le sujet. Comment il a obtenu cette demi-page dans le Télégramme? Localement, c'est important quand même. On va dire que c'était comme un client. J'ai été directement au siège du Télégramme. J'ai demandé à un journaliste qui est venu. Enfin, j'ai eu un peu de chance, puisqu'il ne fallait pas arriver pas après 17h, 18h, puisque là, ils commençaient à rédiger tous leurs articles. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et autrement, pour le journal du net, en fait, je m'étais appuyé sur une attachée de presse, enfin, qui coûte très cher d'ailleurs, mais voilà, tout simplement. Et il faut toujours avoir des idées un petit peu nouvelles pour séduire ces journalistes. Arnaud Giraudot nous parle pratiquement d'une professionnalisation de la démarche. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en œuvre aussi? Ou est-ce que vous l'avez fait comme ça, de manière un petit peu naturelle, spontanée? Disons que je découvrais ce monde-là, donc moi c'était plus de l'artisanat, contrairement à des grosses sociétés comme lui. D'accord. Et découvrant l'impact, la puissance de cette démarche, est-ce que donc après c'est facile de garder ce lien qui a été créé, ou est-ce que c'est du one-shot? Enfin, je pense que oui, c'est du one-shot, peut-être pas en province, mais à Paris, c'est impossible d'avoir un journaliste au téléphone. Après, il y a des plans B. Hein. Vous avez ici, à Brest, un représentant de l'AFP qui est relativement disponible. Enfin, il faut aller dans son bureau, hein, parce qu'au téléphone, c'est pas la peine. On mettra son nom aussi sur le site, Sébastien Stéphane. Et disons que l'AFP, après, ça rayonne en gros sur tous les médias. Donc, si vous réussissez à le séduire, après, c'est le top du top. D'accord. Paul Adrien, sur ce sujet, tu es le roi des médias en ce moment. Hein. Ouais, du coup, on te voit partout. Pas forcément pour ceux qui regardent la télé, mais on reçoit les liens en tout cas, et on peut les voir après coup. C'est fabuleux en ce moment. Ouais, c'est vrai que ça marche pas mal, parce qu'on a la chance d'avoir un sujet qui est très tendance et qui fait beaucoup parler de lui ce temps-ci, le gaspillage alimentaire. Tout le monde commence à s'y préoccuper, donc c'est assez intéressant. Et c'est aussi pour ça, je pense que je suis pas du tout le mieux placé, parce que nous, on n'a pas mis un seul euro et ça vient comme ça, quoi. Donc on n'a rien mis en place, on subit de temps en temps. C'est compliqué à gérer, ça prend beaucoup de temps. D'accord avec la vision d'Arnaud Giraudot sur le fait que c'est une démarche qui a été... c'est le storytelling quelque part qui attire les médias, et il n'y a pas besoin d'avoir une démarche en push. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a quelqu'un au téléphone, il faut le séduire directement, il faut qu'il ait envie d'écrire, ou en tout cas de faire quelques images ou quelques interviews sur le sujet. Donc c'est important d'avoir un message qui est clair et de le diffuser assez rapidement. Et après, il faut créer comme une relation. Quand je dis qu'on subit, c'est qu'on a quand même cherché les médias, normal. Donc on crée une relation, et puis il faut les amener à avoir envie de suivre un peu l'aventure, en tout cas au démarrage, et avoir envie de suivre les étapes et d'être présent tout au long du développement de la société. Merci Paul Adrien. Guillaume Sambla. Oui, nous on a jugé, ça j'ai envie de dire après, que les médias étaient extrêmement importants pour nous, à tel point qu'on les a intégrés dans le capital. C'était quelques années après ça. Quelques mois. Quelques mois. C'était assez rapide. Mais c'est une autre façon de faire, finalement. C'est d'intégrer des médias dans le capital qui, eux, trouvent un intérêt évidemment, de diversification, pour en parler tout à l'heure. Mais il y a un vrai intérêt à la fois pour le lanceur de projet, de pouvoir bénéficier de la visibilité. Alors ici, sur Brest, évidemment, avec le Télégramme. Sur la partie télé, sur la partie web, on a des médias extrêmement puissants. Nous, on a également intégré dans le capital, quelques années après, Le Monde et le Nouvel Observateur, qui nous ont donné une dimension nationale. Donc ça nous a permis de combler un peu ce niveau de communication qui nous manquait. Donc c'est une autre stratégie, c'est pas forcément... Alors, la relation presse en est une, mais l'intégration des médias dans le capital en est une autre. Le storytelling, c'était un élément fondamental aussi ? Si on peut raconter une histoire qui intéresse, est tendance, et en plus on fait le travail des journalistes, oui, ça marche. Donc là, zéro gâchis, tu es pile dans le sujet actuellement, et ça marche tout seul. Et en plus, il y a un phénomène assez rigolo, c'est que quand vous parlez à un média,
Généralement, c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'ils se connaissent, et puis on rentre dans le cercle vertueux qui fait que voilà, ça part, la boule de neige part, et là c'est absolument génial, parce que sans 1 euro, tu as eu de la télé, tu vas avoir de la presse, voilà, donc c'est super. Émilien, à ce sujet, vous êtes en plein dans le sujet maintenant que l'application vient de sortir. Vous avez une exposition qui monte en puissance, une préoccupation de tous les instants. Justement, on amorce cette phase de communication et donc il s'agit de savoir l'aborder. Donc là, j'ai entendu plein de choses que je vais mettre en pratique. C'est le but. Le storytelling, donc avoir un message un peu, pas utopique, mais montrer que son entreprise, on a une mission et qui va plaire au grand public. Et puis aussi que la notoriété, ça rassure. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, là, maintenant, on a le produit qui est prêt. Pour nous, on a la tête dans le guidon, donc il nous convient, mais est-ce qu'il va convenir aux gens? Et c'est quelque chose qui va soit nous rassurer, soit nous faire peur dans les jours à venir. Après, j'ai aussi quelque chose que je voulais dire, c'est ça relève la question du réseau aussi, comment contacter la presse. Parce qu'au début, quand on ne connaît aucun journaliste, donc il suffit d'aller pousser les portes. Donc nous, c'est ce qu'on a fait au début pour annoncer ce qu'on faisait, ce qu'on se lançait dans l'incubateur. Et du coup, on a bénéficié du réseau Produit en Bretagne aussi pour avoir des contacts plus facilement. Et c'est vrai que ensuite, quand les journalistes nous ont contactés une première fois, c'est plus facile de les relancer. Un petit point juste rapidement sur les concours. On voit, Paul Adrien, je sais, en a fait beaucoup la première année. Je ne sais pas si c'est toujours sur cette tendance, mais quel rôle ça a joué dans le développement du concept ? Alors effectivement, nous, on en a fait beaucoup au démarrage puisqu'on cherchait de l'accompagnement et en fait à confronter un peu les différentes stratégies qu'on avait. Donc on a bien ciblé les concours qui nous intéressaient et puis des fois on avait une stratégie A et une stratégie B, on faisait 2 concours et puis on avait le feedback des personnes. Ça a pris beaucoup de temps et c'est pour ça qu'on a arrêté parce qu'on passe énormément de temps à courir après des chèques qui des fois ne viennent pas. Et c'est bon, ça c'est pas. Je pense qu'arriver au démarrage du projet, quand on a quelque chose en tête, quelque chose qui peut fonctionner et qu'on a besoin de le tester, évidemment on le teste avec ses clients, mais c'est aussi une bonne opportunité d'avoir un réseau d'experts en face de soi qui a aussi un réseau. Donc si on cible bien les concours, on peut en tirer beaucoup de choses, évidemment de la presse, mais arrivé à un moment, il faut arrêter, quoi. Ok, merci Paul Adrien. Juste une petite pub pour le Centre des jeunes dirigeants à Brest qui, fort de ses retours, qui étaient multiples, a décidé de faire un trophée qu'ils doit appeler les trophées, dont tu as été le lauréat il y a maintenant 1 an, je crois. Ça, et donc, le gain n'était pas un dîner ou un déjeuner avec un dirigeant ou un coach. C'était une année entière au Centre des jeunes dirigeants, au CJD à Brest. Et puis, avec un accompagnement, on va dire, cette fois-ci, bénéficier de la puissance du réseau. Mais on l'avait appelé les trophées, justement, en référence à cette notion de concours qui est extrêmement utile. Mais le trop risque d'entraîner effectivement sur une pente où on fait beaucoup de concours et puis on ne s'occupe pas forcément du développement. Donc on va pouvoir passer au sujet 5 qui est le développement. Il y a beaucoup de choses à dire. On était déjà dans le développement là, mais on va dire qu'on va passer dans la phase suivante. L'attraction a réussi. On a réussi à attirer l'attention des médias, d'un certain nombre de médias. On a une visibilité, on a une clientèle. Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'elle va le rester? C'est tous les enjeux. Et donc, Charles Kabilik va venir nous présenter AC3 et ImoFacile. Et puis, on va pouvoir aborder ce sujet. Bon, on a parlé un petit peu d'AC3. Je vais juste vous dire qui on est. On est très peu connu en fait sur Brest globalement. On est basé à Guipava, juste à côté de l'aéroport. Donc, l'activité initiale, en tout cas principale d'AC3, c'est de servir les agences immobilières et d'être capable de leur proposer des outils informatiques totalement adaptés à leurs moyens, à leurs besoins. C'est des sites internet, ce sont des logiciels, ce sont des applications mobiles, du web marketing et plus récemment du matériel informatique, de la téléphonie, etc. Donc AC3 seul, c'est aujourd'hui 52 salariés sur Brest et 5 basés ailleurs en France. Et avec les filiales, c'est 85 salariés. Et j'ai vendu une partie de mes parts à un groupe parisien, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, qui est aussi spécialisé dans l'immobilier, mais qui était un des leaders historiques. Alors on parle de s'associer à la presse, on peut aussi s'associer à ses principaux concurrents. Parfois, ça donne des vertus. On a pris le parti au départ d'être une entreprise technologique et puis progressivement on a intégré un métier. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'au départ AC3 était une web agency qui faisait du supermarché, de l'immobilier, de l'automobile, de l'emploi.
Et progressivement, on s'est rendu compte que ce métier-là, il était très compliqué. Très compliqué parce qu'il y a beaucoup de concurrence, des prix tendus vers le bas parce que le site web, ça devient ultra banalisé. Et donc, il y avait deux solutions. Soit on touchait du haut de gamme, soit on touchait une filière métier qu'on maîtrisait totalement. Et on a pris le parti de se dire, nous, on va être des spécialistes d'un métier, on va savoir le faire bien, et on va attaquer sur un périmètre géographique plus large. Donc on a progressivement recruté et nos effectifs ont grossi. Et je vous montrer cette courbe-là, c'est juste pour vous montrer une chose. En 2006, on était 2. Donc c'était pas extraordinaire. Cela dit, on avait quand même des clients. Jusqu'en 2008, on s'est développé par nous-mêmes dans la région locale. Et en fin 2008, j'ai décidé de m'associer avec un acteur parisien qui était leader dans son marché, qui s'appelait Gercop, et qui, dans un métier de l'immobilier, qui est la gestion locative, était le plus gros en France. AC3 était inconnu en France, et très peu connu à Brest. Et progressivement, en étant associé à un gros, on a réussi à toucher des enseignes nationales, Avis d'abord, immobilier, puis ERA, puis d'autres. Et on a eu une croissance, on a eu un palier là, pendant 1 an, et après on a eu une croissance, et là c'était la fin de l'année dernière, et aujourd'hui on est 57 en tout, donc vous voyez, la courbe elle continue très très haut. Alors ça pose 2 problèmes, c'est qu'il faut gérer la croissance, on a déménagé 3 fois, donc mine de rien c'est tout bête, mais ça a failli nous tuer. Le dernier déménagement, on était bloqué, on ne pouvait plus développer, on ne pouvait plus recruter, on ne pouvait plus passer personne, et on était vraiment très très gênés. On s'est retrouvé avec Sébastien dans une autre adresse et on partageait sur 2 bureaux, ce qui était tout à fait pas optimal. Et là, clairement, aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est arrivé dans nos bureaux et on commence déjà à se poser la question, de se dire, punaise, là, on n'a pas forcément anticipé suffisamment. Donc ça, c'est une vraie question. Je pense que démarrer en pépinière, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir des locaux à taille variable. Mais le jour où on s'installe, il faut gérer sa croissance. Alors gérer la décroissance, c'est pas sympa, mais gérer la croissance... on est sur des métiers où on fait entre 30 et 50% de croissance par an, donc forcément c'est un peu compliqué. Et donc du coup progressivement, on a filialisé pour justement faciliter l'organisation, on a filialisé un certain nombre d'activités. Evernet qui est donc qui fait que du site web et qui est très local et très braze dans l'âme. Ziapps qui est une filiale qui ne fait que de l'application mobile, vraiment une spécialisation technique, iPad, iPhone, Android. La même chose sur le web marketing avec tout ce qui est accompagnement des entreprises sur AdWords, sur Facebook, etc. Et enfin Bluecom récemment qu'on a racheté pour pouvoir adresser tout ce qu'on ne savait pas faire, c'est-à-dire la téléphonie, le matériel, etc. Et tous ces métiers-là, en fait, travaillent dans des spécialités. Ce sont des gens qui ont des vraies spécialités, mais ils sont multi-métiers. Et on utilise ces compétences-là dans notre métier principal qui est l'immobilier, mais là pour le coup au niveau national. Et puis récemment, on a lancé du coup un incubateur privé à demeure. En fait, l'idée, c'était simplement de redonner la chance à des gens qui ont des idées et qui n'ont pas forcément l'environnement technique, commercial, le réseau de presse, etc., pour être capable d'y aller. Et donc, avec Sébastien, on s'est dit qu'on allait y aller. Ronan nous a suivis en parrainant le premier épisode. Et donc, on a lancé Local il y a quelques semaines. Alexandre, je ne sais pas s'il est encore là, mais qui est le premier produit issu de West Web Valley. Et progressivement, on va lancer d'autres choses. Il y a un deuxième projet qu'on a lancé en parallèle, et je voudrais rebondir juste là-dessus, parce que c'est un projet qui n'était pas West Web Valley au départ, qui aurait pu le devenir, à Eloque, et c'est un projet où la presse a joué un rôle phénoménal. On a eu la chance de passer sur TF1 aux 20h samedi. Hier, on était sur RTL, et ça s'est fait progressivement. Et merci le Télégramme, parce que les premiers à avoir fait un article, c'est le Télégramme. Et dans la presse, on a fait de la communication récurrente, en lotissant le projet, en ayant toujours des choses nouvelles à annoncer tous les 15 jours, par évolution par évolution. Et la répétition fait qu'un beau jour, TF1 nous a appelés en disant on veut faire un reportage sur vous. On n'est pas allé les chercher, on les avait juste dans le fichier, et on animait de manière régulière. Donc tout ça pour dire qu'avec toutes ces technos et tous les métiers, aujourd'hui, on est à Brest le leader national dans ce métier de l'immobilier. Et donc c'est possible de créer de l'emploi local, pour moi, ça c'est un point qui est important, de créer de l'emploi local avec des ressources compétentes, avec un vrai vivier de formation comme ici, et de garder l'emploi ici et de rayonner au niveau national. Voilà, j'en ai, je crois, fini.
Alors, c'est juste des photos des bureaux. Voilà, parfait. Allez. Merci beaucoup. Alors, sur ce point consacré au développement, finalement, parler de développement pour une start-up, c'est parler de toute l'entreprise. Il faut tout faire. Donc la question peut se poser éventuellement en ces termes. À partir du moment où on doit se préoccuper d'hébergement, de business, de commercial, de marché, de finance, de recrutement, de ressources, de dimensions techniques, etc., qu'est-ce qui préside à l'ordonnancement de tout ça? Par quoi on commence? Est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que c'est les coups de fil? Est-ce que c'est celui qui crie le plus fort? On est encore en mode start-up à ce moment-là. On n'est pas. Alors d'ailleurs, c'est une question intéressante. À quel moment est-ce qu'on n'est plus une start-up? Si quelqu'un est assez courageux pour se lancer dans ce genre de réponse, d'explication, ça peut être sympa. Mais voilà, c'est toutes ces questions-là. C'est qu'est-ce qui préside à l'urgence, enfin à la priorité qu'on doit accorder à tel ou tel sujet? Pour tenter de répondre à la question quand est-ce qu'on passe d'une start-up à une société, c'est simple en fait, c'est qu'en start-up on essaie de tester plusieurs choses pour arriver sur un modèle qu'on peut répéter et que du coup on peut simplement exécuter, et à ce moment-là on devient une entreprise, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de pousser le bouton pour avancer et que ça monte, je ne vais pas dire tout seul, mais en tout cas que le modèle fonctionne. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, faut bouliner quoi. Zéro gâchis actuellement? Pas encore. En recherche. Guillaume Sambla? Ouais, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la maturité, en fait, on l'atteint jamais, quoi. Quelque part, il faut toujours se remettre en cause, avoir l'esprit garage et le conserver. Sinon, on devient le dinosaure. Et pour moi, l'esprit garage, Charles en parlait tout à l'heure. C'est vrai, quand on a une boîte, une société qui fait 100, 120 personnes, 150 personnes, et ça roule, on a l'impression que ça roule tout seul. Mais en fait, le gros risque, c'est qu'il y ait des petits camarades de jeu qui soient dans le garage d'à côté ou à l'incubateur de Bretagne ou je ne sais où, qui soient en train de préparer la prochaine torpille que tu vas prendre dans la figure. Donc voilà, pour moi, la start-up, c'est voilà, le fighting spirit. L'expérience par Charles. Je partage tout à fait ce que dit Guillaume, parce que à tous les moments de la vie de l'entreprise, on prend un risque existentiel. Moi, je veux dire, là, quand j'ai recruté mon premier salarié, j'ai reporté mais le plus tard possible. Je me disais, punaise, c'est la prise de risque. Là, ça y est, maintenant j'ai des charges fixes. J'étais en pépinière. Punaise, là, je recrute. J'y vais. Premier salarié, ça passe. Après, derrière, on va des choix en permanence de taille. Est-ce que je vais rester à Brest? Est-ce que je vais aller plus loin ou pas plus loin? Le jour où on commence à aller à Brest, ça se passe à sortir, ça se passe forcément moins bien. On commence à avoir des charges, machin. On se dit, est-ce qu'on a bien fait le bon choix? Réussir à persévérer. Et à chaque cap de l'entreprise, nous, on a fait un choix stratégique en 2006 qui est de se dire, on va se lancer dans le monde du logiciel. Tous mes salariés me disaient, t'es fou, ça ne marchera jamais, il y a des acteurs en place, etc. Et là, c'est pareil, je partage tout à fait ce que disait Pierre-Antoine Benet. Pardon. Quand on s'est retrouvé face à ce logiciel, c'est les clients qui nous demandaient de le faire. Et écouter ces clients, on va sentir le truc. C'est pas les clients qui vont avoir la bonne idée, mais c'est les clients qui nous permettent de sentir le marché. Et en interne, souvent, on va plutôt avoir les freins. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. On a peur du changement. Le changement, c'est compliqué. Et plus on grossit, plus on a peur du changement. Parce que quand il y a un truc qui marche, je prends un exemple simple. Prenez le Bon Coin aujourd'hui, qui est une super réussite. Ça fait des mois et des mois qu'il ne se passe plus rien. Parce que quand on a un modèle qui marche, changer le pixel à gauche ou le pixel à droite, on est mort de trouille, de casser le modèle. Ça veut dire que derrière, le Bon Coin est aujourd'hui dans la zone de risque, la majeure pour moi. C'est le produit à maturité, nouvel entrant qui peut arriver du jour au lendemain, avec une techno, avec une nouvelle idée, etc., qui n'aura pas peur de tester, et qui peut se faire racheter par le concurrent du Bon Coin, le Telegram ou autre, qui se dira, boum, je vais taper fort à côté. Et si on ne réussit pas à garder l'agilité, la remise en cause de ce qu'on fait, ça devient compliqué. C'est vrai, on est start-up à vie, à mon avis. Et est-ce qu'on n'est pas en train de dire au final que parmi toutes les priorités qu'il serait bien de prioriser, c'est le client finalement qui donne le ton et qui donne le là au bout d'un moment, quand on est sorti du mode je développe, etc., les réalités du marché sont là? Clairement, c'est le client. Et pour nous, là on parle d'un site à fort trafic. Le client, c'est pas forcément celui qu'on croit. Pour nous, le client, c'est le candidat. C'est celui qui cherche un emploi. Donc, c'est pas forcément celui qui paye. Hein. Le candidat qui vient chercher un emploi sur Région Job, c'est lui qui va déposer son CV, c'est lui qui va faire qu'il y a des rendements sur les annonces. Et donc, c'est lui qui fait que les entreprises sont prêtes à payer. C'est intéressant, ça. Le client, c'est pas celui qui paye. Eh ben non, c'est pas celui qui paye. Au final, c'est vraiment sur lui qu'on est focus en permanence
parce que plus il y a d'utilisateurs, ben voilà, on rentre dans le cercle vertueux, et en théorie, on arrive à signer des contrats. Mais l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire, vous pouvez avoir toutes les annonces du monde sur votre site. Si vous n'avez pas le trafic qui correspond, vous ne ferez pas d'affaires. Donc, on est bien dans cette logique-là. C'est un peu particulier à notre business model, mais je pense qu'il ne faut aussi pas se tromper de clientèle. Et de toute façon, c'est le client qui est la partie déterminante. Oui. Oui, on n'appelait pas ça des startups. Dans les années 30, il y avait les radios, et les radios avaient bien des auditeurs qui, eux, déterminaient les programmes, et ceux qui les payaient, c'était des annonceurs plutôt. Donc, effectivement, c'est un modèle économique qui est innovant, et ce n'est pas forcément la technologie qui fait... tout à fait intéressant. On va aborder le dernier point, même s'il a commencé à être évoqué, puisqu'il s'agissait d'évoquer la maturité. À quel moment sait-on qu'on est arrivé à maturité? On a déjà eu un début de réponse, on ne l'est jamais, ou jamais tout à fait, selon Guillaume Sambla. Paul-Adrien nous donnait une autre image, mais apparemment la représentation évolue un petit peu. Et donc nous allons avoir une présentation de Guillaume Sambla, justement, de Région Job, et puis on va pouvoir évoquer encore quelques instants, en n'oubliant pas de prendre quelques questions du public s'il y en a. Donc la phase de maturité. Ouais, on va pas passer très longtemps sur Région Job, parce qu'en fait, on en a déjà parlé ce matin. Gwenaëlle, Kenan et Hervé en a parlé brillamment ce matin. Je la remercie. Et c'est elle qui m'a fait les slides en plus, donc c'est encore mieux. Merci Gwen, elle se cache. Alors, ouais, non, juste pour voilà, ça c'était la page d'accueil de Région Job pour ceux qui connaissent pas, pour vous dire qu'on a, voilà à quoi ça ressemble, parce qu'en fait on en parle, mais on ne vous a pas montré ce que c'était. Donc ça me semblait important. Et puis on parle ici de maturité des sociétés et de diversification, puisqu'on se dit finalement quand on arrive à un certain niveau de maturité, faut chercher à faire autre chose. En fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Dans la réalité, en ce qui nous a concerné, on a ça, la diversification, ça a été l'ADN de la société. Dès qu'on a démarré, et même avant de démarrer, on s'est dit, mais en fait, voilà, on va démarrer par ça, et tout de suite après, on fait ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà notre plan en tête, qu'on avait écrit, ça s'appelle un business plan, et qu'on a essayé de suivre autant de faire se peut comme on l'avait imaginé. Donc on a démarré à Rennes avec WestJob, et tout de suite, donc peu de temps après, là on voit sur le graphique qu'on a ouvert le package job. Donc on a fait une première diversification en ce qui nous concerne géographique, qui était une diversification vers le sud de la France. Alors ça peut paraître facile comme ça, mais quand on est 3 personnes basées à Rennes et qu'il faut aller recruter une équipe à Marseille, je peux vous dire c'est rock'n'roll par moment. Voilà. On a en même temps, en termes de diversification, on s'est dit, j'en parlais tout à l'heure, que la presse pour nous a un rôle fondamental dans la capacité à faire connaître nos services. Donc on a intégré très rapidement le Télégramme dans notre capital, qui a très bien a encore plus joué le jeu que ce qu'il fait pour d'autres sociétés, nous a beaucoup aidé sur la partie lancement. Comme on a vu que ça se passait bien en région PACA, on s'est dit il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans les autres régions françaises, et on a dupliqué notre modèle avec plus ou moins de succès, plus ou moins de rapidement, dans toutes les autres régions pour couvrir l'ensemble du territoire français en l'espace d'1 an. Et en novembre 2003, pour se donner un coup d'accélérateur, on a intégré également 2 autres médias, Le Monde et Le Nouvel Observateur, dans le capital. Voilà. Donc en l'espace de 3 ans, au final, on avait couvert la France. Donc on avait fait une diversification géographique, et on avait intégré 3 actionnaires dans la société de tailles différentes, nous permettant de couvrir la totalité de la France. Nous restait, en termes de diversification à ce moment-là, encore le gros du marché, qui était la région parisienne. Donc on a créé à ce moment-là une autre société avec un autre titre de presse, qui est le groupe Amaury, qui édite le Parisien, pour donc aborder le marché parisien en lançant un site qui s'appelle, de façon très étonnante, ParisJob, qui nous a permis donc de rayonner sur la région parisienne. Voilà. Donc la diversification, c'est, en ce qui nous concerne, de la diversification géographique jusqu'en 2007. En 2010, pareil, on s'est dit, tiens, finalement, on ne fait rien sur l'international. On a lancé un site qui s'appelle JobTrotter, avec une activité destinée à permettre aux entreprises françaises recrutant à l'étranger de diffuser leurs offres d'emploi vers les communautés de travailleurs expatriés à travers le monde. Voilà. Donc ça, c'était un petit business supplémentaire. Et puis, une fois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on savait faire en France sur l'emploi, on s'est dit, tiens, finalement, il y a un marché qui est très proche, qui est celui de la formation. Le marché de la formation,
est un marché qui est assez complexe. Et même s'il y a beaucoup de proximité avec le marché de l'emploi, il est d'une telle complexité que beaucoup d'acteurs de l'emploi se sont lancés dessus avec plus ou moins de succès. En ce qui nous concerne, on a lancé ça il y a maintenant quelques années, puisque là, on a rebaptisé le portail maformation.com juste il y a un an. Mais ça a été une aventure dès lors qu'on sort de son business, de son core business, dès lors qu'on en sort, on s'aperçoit que tout de suite, les difficultés apparaissent, parce que le marché, tel qu'on le perçoit de l'extérieur, n'est évidemment pas le même que ce qu'il est en réalité, et les moyens qu'on voulait mettre à disposition ne sont pas ceux, évidemment, qu'on avait imaginés. Voilà. Donc tout ça pour dire que la diversification, quand elle est sectorielle, est quelque chose à prendre avec beaucoup de pincettes, et évidemment, on garde son entrain, sa dynamique de créateur d'entreprise sur son propre marché, qu'on essaie de transposer sur ce nouveau marché, mais l'expérience qu'on en a eue est que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, évidemment. Tout ça pour terminer, il y a à peine un an, a créé une société qui s'appelle After 12, qui est là une société qui est vraiment pour nous de la recherche et développement, et qui nous permet d'héberger tous les futurs projets qu'on a dans les tuyaux actuellement, à la fois sur notre marché emploi, avec des créations de sites spécialisés sur certains domaines, et puis à la fois dans le logiciel, un peu comme ce que fait Charles, appliqué au domaine de l'emploi, donc créer des passerelles finalement entre des éditeurs et des sites pour travailler sur la diffusion plus rapide des offres d'emploi et sur la mutualisation de CVTech. Voilà, donc on héberge ça. Voilà un petit peu en ce qui concerne le Région Job sur ces premières années. Ça passe vite. Juste en conclusion, parce que j'ai pas fait ma conclusion, si tu le permets, j'avais noté deux, trois choses. En fait, si on parle, à mon sens, c'est vraiment d'un retour d'expérience pour moi sur la diversification. Pour moi, les règles d'or, c'est d'abord faire simple et garder les pieds sur terre, c'est-à-dire quand on cherche à changer de métier, changer de secteur, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Et souvent, on voit des BP qui sont écrits à l'encre optimiste. Hein, on tire la formule Excel vers la droite, c'est merveilleux, ça multiplie les zéros, on met des coefficients magnifiques et là, on a les yeux qui brillent. Hein. Donc non, il faut garder les pieds sur terre, faire simple. Ensuite, je pense qu'on parlait de maturité, diversification. Et à ce titre-là, je fais une remarque. Je trouve que l'infographie, alors soit je ne l'ai pas comprise, soit je trouve que en fait, pour moi, elle n'est pas correcte. En fait, ça devrait être une boucle. Ça ne devrait pas être une droite. Pour moi, c'est une boucle, puisque en fait, on en parlait tout à l'heure très rapidement, mais au final, quand on arrive avant même d'arriver à maturité, il faut déjà se poser la question d'avoir l'idée suivante. Hein. Donc, on est vraiment, pour moi, dans un processus qui est continu de développement et qui est un mix entre de la paranoïa et de la créativité. Paranoïa parce qu'il faut se demander quel est le prochain qui va vous envoyer un scud dans la figure, et créativité parce qu'il faut garder l'esprit garage. C'est un peu ce qu'on disait. Ça pourrait être un petit peu différent. Ça pourrait être, pour ceux qui font du rugby, un mix entre le fighting spirit Irish et le French flair. Voilà, pour ceux qui comprennent le rugby. Bref, donc c'est un mix entre de la paranoïa et de la créativité. Et puis souvent, on peut s'enorgueillir d'avoir fait une bonne stratégie et de dire voilà, mon business plan est magnifique. En fait, pour rien vous cacher, la stratégie, nous, on l'a fait après. C'est une fois qu'on a fait les choses qu'on se dit que c'était une bonne idée. Et ça, c'est être assez honnête de dire ça. Il n'y a pas beaucoup, je pense, d'entrepreneurs qui respectent à la lettre leur BP et qui peuvent dire avec certitude que l'idée va marcher. Et puis je ne suis pas certain que ce soit ce qui est enseigné dans les écoles, dans les cours. Je ne devrais peut-être pas dire ça, ou alors c'est... c'est pour ça qu'on ne le sait pas. Ça ne se dit qu'en petit comité, mais comme là on est en petit comité, on peut. Voilà, donc c'était juste un petit témoignage pour dire que... Voilà deux, trois idées sur la façon de faire de la diversification dans les entreprises. D'accord, merci beaucoup Guillaume Sambla pour ce témoignage général sur la maturité. On s'était dit qu'effectivement, la start-up, alors c'est jamais terminé, effectivement on l'avait évoqué ensemble, que la notion de cercle, mais qu'on pouvait bénéficier d'un retour d'expérience des plus anciens, ceux qui ont créé, alors certains sont serial parmi vous, ont créé plusieurs fois, certains n'ont pas connu l'échec, sont partis sur autre chose. À un moment se pose la question de la revente. Est-ce que c'est une question qu'on se pose
obligatoirement, à plusieurs reprises? Est-ce que c'est tôt? Est-ce que... Alors, c'est bien d'entendre plusieurs avis sur le sujet, hein, ceux qui effectivement sont passés à la phase de revente, ceux qui ne l'imaginent même pas parce qu'ils viennent de démarrer. Mais justement, est-ce qu'on ne l'imagine pas un tout petit peu? Est-ce que la phase de monétisation ou pour faire autre chose? Pour moi, c'est un élément essentiel pour le créateur d'entreprise, c'est de penser à la façon dont ils vont arriver à monétiser leur activité, mais ça ne doit pas être la finalité. Pour moi, ça doit être une conséquence d'un développement et non pas le seul objet du développement d'une société. Ça, c'est ma façon très personnelle de voir les choses et peut-être de la façon un peu industrielle avec laquelle on approche le développement d'entreprise au sein du groupe Telegram, beaucoup plus qu'une approche purement financière. Parce que je pense qu'on est sur du long terme. Et puis, tout le monde rêve de valorisation à chiffres multiples. Là, on parlait de quoi? Téraoctets, parce qu'on parlait de téradollars. Bref, certaines valorisations qui font évidemment rêver tout le monde. Il faut savoir qu'il n'y a que quelques happy few qui arrivent à faire ça. Que pour ça, il y a beaucoup d'échecs. Et que je pense avant tout... l'entrepreneur, il est bien dans sa peau et dans son job quand il fait ce qui lui plaît. Et il se trouve que ça marche et du coup, il arrive à le valoriser. Mais pour moi, la valeur ne doit pas être le seul élément. Je partage tout à fait. Et alors, ce qui est surprenant, et je pense que tu as vécu ça aussi avec Region Job, c'est que quand on s'occupe de son métier, l'appétit extérieur vient, alors que quand on cherche à vendre, l'appétit ne vient pas. Moi, typiquement sur AC3, à partir de 2007, tous les ans, on a eu des offres de rachat permanents. Et j'en ai eu une notamment d'un portail nationalement connu qui a déposé le bilan un an plus tard. Et heureusement que j'ai pas vendu et que j'ai pas accepté l'offre qui était pourtant financièrement extraordinaire. Moi, ce que je pense simplement, c'est qu'il y a des acteurs à un moment donné, il ne faut pas laisser passer le train. Si demain, là c'était le Telegram pour Region Job, moi c'était Jarcob pour moi, s'il y a des acteurs qui peuvent permettre d'être un relais de croissance et que si pour ça il faut s'associer et revendre une partie de son capital, ça peut avoir un intérêt réel d'accélérateur. Et puis un beau jour, forcément, vous pensez à sortir, mais c'est vrai que je pense que c'est jamais la préoccupation du départ, et en tout cas quand on est dans une phase avant retraite, parce que après c'est chacun sa vie. Paul Adrien et Émilien, avouez que vous n'avez jamais songé à cet aspect-là des choses. Tu veux commencer? Vas-y. Je voulais juste faire d'abord une petite aparté par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui créent leur société spécialement pour les revendre à des plus gros en faisant des copycats et en allant très très vite en dupliquant des modèles. Ça existe pas mal en Allemagne, il y a beaucoup de choses Donc il y a des gens qui le font aussi pour ça. Pour notre part, c'est pas du tout l'objectif. On a eu une proposition d'ailleurs il y a un mois et demi à peu près d'une enseigne, donc d'un de nos clients qu'on a refusé parce qu'on s'est dit qu'on était couillus et qu'on était entrepreneurs et qu'on pouvait aller un peu plus loin que ce qu'ils nous proposaient et qu'on avait des choses à faire encore plus, beaucoup plus d'innovation à faire. C'est quand même quelque chose qui reste dans la tête puisque c'est l'exit royal. Il y a l'entrée en bourse également, mais quand on monte une boîte, généralement on parle du rachat ou de la bourse ou alors du dépôt de bilan. Et donc voilà, mais je pense que quand on monte une boîte et qu'on est passionné, qu'on travaille sans arrêt, c'est pas non plus pour la revendre le mois suivant, quoi. Ouais, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Paul Adrien. Nous, c'est une discussion qu'on a dû avoir une fois, parce que on est obligé de se dire, d'accord, si toi un jour on te propose de revendre ton entreprise, à combien tu l'estimes? Mais ça devait être autour d'une bière, donc c'était pas très officiel. Mais je pense que c'est important de s'amuser, comme on dit, et nous aujourd'hui, ce qui nous plaît dans l'entrepreneuriat, c'est de faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a une idée, on se lance, et on peut la mettre en place parce que c'est nous qui décidons et il n'y a personne pour nous en empêcher. Donc aujourd'hui, on préfère s'amuser plutôt que de penser à... Enfin, le rachat, on y pense, mais c'est vraiment secondaire, voire tertiaire. Merci beaucoup pour ce témoignage final. Avant de clore cette session, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Pas nécessairement sur le sujet qui vient d'être abordé là maintenant tout de suite, mais de façon globale sur tous les thèmes qui ont été abordés depuis le début. J'ai une question ici. Est-ce que... éventuellement, si je l'entends bien, je retransmettrai. Merci. Sur le dernier point, justement, Christian Caudal, il ne faut pas oublier le syndrome de Peter, quand même. C'est-à-dire la revente ou l'association avec une société, ce n'est pas forcément pour faire une grosse
une grosse plus-value, c'est aussi à un moment donné être conscient de son niveau de compétence et donner le manche à une équipe qui saura développer l'entreprise mieux que soi-même. Et ça, c'est une grosse difficulté qu'on rencontre. Moi, je suis sur la Technopole de Rennes, donc j'en ai vu un certain nombre depuis une dizaine d'années. J'ai beaucoup de créateurs qui, à un moment donné, n'osent pas ou n'ont pas la capacité en fait, à être suffisamment clairvoyants pour dire « moi, j'ai été capable de créer, mais pas de développer ». C'était une petite... Merci beaucoup pour ce témoignage, cette réflexion. Quelqu'un veut rebondir sur scène sur ce qui vient d'être dit avant de passer à une question suivante? Est-ce qu'on a d'autres questions? Si pas de questions, on est dans le timing. Alors merci beaucoup. Moi j'aimerais qu'on reste sur cette idée là qui a été évoquée tout à l'heure, c'est qu'effectivement on était parti de cette infographie qui est pas mal faite, mais effectivement il faudrait demander, on pourrait le faire officiellement, à ce qu'elle soit refaite mais en boucle parce que c'est un éternel recommencement. Sur ce, merci beaucoup pour votre participation. Bonne fin de journée. Du coup, on va faire une petite pause, il y a une pause café. Ensuite, on reprend dans 15 minutes. Merci.